Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a refusé la lettre de convoquant pour ce jeudi devant une commission d'enquête parlementaire. Un refus qui laisse supposer qu'il ne s'y rendra pas. En Éthiopie, Abiy Ahmed a affirmé que les violences de la semaine dernière ne le détourneraient pas de ses objectifs, notamment celui de commencer à remplir le réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Et puis, près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a estimé dans un rapport la Banque africaine de développement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous démarrons par un carnet noir. Le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gan Coulibaly, est décédé dans la soirée de ce mercredi. Il a fait un malaise lors d'une réunion en Conseil des ministres. Il est décédé après avoir été évacué à la polyclinique Pisane à Abidjan. Il avait été désigné pour être le candidat du parti au pouvoir, le RHDP, à la présidentielle du 31 octobre prochain. Amadou Gan Coulibaly est rentré en Côte d'Ivoire le 2 juillet dernier après 2 mois de convalescence en France pour des problèmes cardiaques. Il avait repris le travail ce lundi 6 juillet sous un accueil chaleureux de ses collaborateurs. Restons en Côte d'Ivoire où le processus de révision annuelle de la liste électorale s'est achevé. Une étape importante à moins de 4 mois de l'élection présidentielle dans ce pays. Une élection de toutes les incertitudes. Les détails. La QV 2020 du processus de révision annuelle de la liste électorale vient de s'achever en Côte d'Ivoire et elle serait particulièrement fructueuse. Plus de millions de nouveaux inscrits sur des listes qui comptaient avant la révision plus de 6,5 millions d'électeurs, signe d'un engouement en vue de prochaines échéances électorales. La révision annuelle de la liste électorale aura donc drainé plus de nouveaux inscrits qu'attendu, et ce malgré la pandémie et les inondations. Si potentiellement 5 millions de personnes, c'est-à-dire le nombre estimé d'Ivoiriens en âge de voter, mais qui n'étaient pas inscrits sur les listes, pouvaient venir s'enrôler, les responsables de la commission électorale disaient tabler sur 200 ou 300 000. Or, environ 1,1 million de personnes seraient venues s'inscrire, bénéficiant de 2 prolongations de 12 jours au total accordées à la demande de tous les partis. 4 mois de la présidentielle, les états-majors politiques ont fait feu de tout bois pour pousser leurs sympathisants à s'inscrire, y compris le FPI pro-Gbagbo qui boycottait les élections depuis 2011 et entend bien cette année peser dans les urnes. Les statistiques détaillées de la commission électorale permettront de dire dans quelle région ces appels de partis ont été le plus entendus et au sein de quelle tranche d'âge. La liste va maintenant être traitée, expurgée de ces doublons ou des personnes décédées. Par exemple, la liste provisoire sera publiée au plus tard le 1er août. S'ouvrira alors une période de contentieux avant la publication définitive en septembre. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a refusé la lettre le convoquant pour demain jeudi devant une commission d'enquête parlementaire. Un refus qui laisse supposer qu'il ne s'y rendra pas. La lettre a été envoyée il y a quelques jours à l'ancien chef de l'État pour qu'il se présente devant cette commission constituée au mois de janvier dernier afin de faire la lumière sur ces années passées au pouvoir. Voici les détails. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a refusé d'accuser réception de la lettre qui le convoque ce jeudi devant une commission d'enquête parlementaire. Cette dernière, mise sur pied au mois de janvier dernier, a pour mission de faire la lumière sur plusieurs dossiers emblématiques des années passées au pouvoir par l'ancien chef de l'État. Parmi ces dossiers figurent la gestion des revenus pétroliers, la vente des domaines de l'État à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou encore les activités d'une société chinoise de pêche. La convocation de Mohamed Ould Abdelaziz s'apparente à une manifestation supplémentaire d'un début de disgrâce sous l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani que l'ex-président avait désigné comme son dauphin. Face à ce refus opposé par l'ancien président, la commission ne dispose pas d'assez de pouvoir pour le faire venir de force selon des constitutionnalistes. La commission doit désormais clôturer le dossier et rendre compte à l'Assemblée nationale qui doit voter une résolution soit pour laisser tomber l'affaire, soit pour le faire mettre en accusation pour son jugement par la Haute Cour de justice.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a indiqué qu'il pourrait nommer au Sénat des candidats malheureux qui briguaient un siège de député aux récentes élections législatives. Cette proposition vise à restaurer la stabilité après plusieurs semaines de contestation croissante. En publiant les résultats définitifs des législatives tenues en mars, la Cour constitutionnelle du Mali a annulé la victoire d'une trentaine de candidats à la députation. Ces derniers avaient pourtant été déclarés élus lors des résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Cette situation a déclenché des manifestations dans plusieurs villes du pays. Afin de trouver une solution à la grave crise politique que traverse le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu ce mardi un collectif de candidats ayant perdu le siège qu'il pensait avoir conquis en mars. Mais la rencontre n'a pas débouché sur de solutions concrètes, malgré des propositions du président malien. D'après plusieurs participants et des responsables de la présidence, il a suggéré d'en nommer certains au Sénat. Mais ces candidats déçus ont affirmé qu'ils n'étaient pas intéressés par un siège de sénateur. Nous sommes des candidats spoliés. Nous ne voulons rien d'autre que nos sièges de députés pour aller représenter à l'Assemblée nationale nos populations, a déclaré Ibrahim Kébé, l'un de ces candidats malheureux. Nous sommes les véritables députés élus. Nous avons dit au président que le Sénat ne nous intéresse pas. Nous voulons retrouver nos sièges de députés, a renchéri l'ancien candidat Adama Diarra, qui a assisté à la rencontre. Également présent à cette rencontre, des membres du Haut Conseil islamique du Mali vont poursuivre les discussions afin de trouver une solution. En République démocratique du Congo, 3 mouvements distincts ont lancé des appels à manifester contre le choix controversé du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Ces manifestations doivent se tenir les 9, 13 et 19 juillet prochains. Des précisions à travers cet élément. 4 leaders de la coalition d'opposition Lamuka ont appelé ce mardi le peuple congolais à manifester le 13 juillet prochain à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire congolais dans le strict respect des gestes barrières. Cette coalition avait revendiqué la victoire pour son candidat Martin Fayoulou à l'élection présidentielle de décembre 2018, officiellement remportée par Félix Tshisekedi. Les leaders de Lamuka accusent l'actuel secrétaire exécutif de la CENI, Ronsard Malonda, dont l'Assemblée nationale a entériné le choix comme futur président de cette instance, d'avoir contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006. La nomination officielle du nouveau président de la CENI doit être validée par le chef de l'État. Le comité laïque de coordination proche des catholiques et des mouvements citoyens a aussi appelé pour le 19 juillet prochain à une grande marche pacifique de protestation à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Ces appels à manifester interviennent alors que la République démocratique du Congo vit toujours sous le régime de l'état d'urgence sanitaire face au Covid-19. Prolongé pour la 6e fois ce lundi pour 15 jours, l'état d'urgence sanitaire interdit notamment les rassemblements de plus de 20 personnes. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que les violences de la semaine dernière dans le pays ne le détourneront pas de ses objectifs. Au nombre de ses objectifs, celui de commencer à remplir en ce mois de juillet le réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. La pire flambée de violence depuis l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018 a éclaté la semaine passée à Addis Abeba et dans la région Oromia qui l'enserre, faisant 239 morts selon la police éthiopienne. Ces personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires et dans des heurts entre manifestants et policiers, déclenchés par le meurtre du très populaire chanteur Achalou Hundessa, porte-drapeau de l'ethnie Oromo, abattu par des inconnus le 29 juin dernier dans la capitale. Abiy Ahmed avait déjà dénoncé vendredi des tentatives coordonnées de déstabiliser le pays, sans dire qui, selon lui, était impliqué. Ce mardi, il est allé plus loin encore en suggérant que cet épisode avait été planifié avec l'intention de retarder le remplissage du barrage.
Après la mort de Achalou, de fausses informations ont été diffusées dans le but de détourner l'attention du gouvernement éthiopien du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Si l'Éthiopie devient la Syrie, si l'Éthiopie devient la Libye, tout le monde est perdant. Si l'Éthiopie ne remplit pas le barrage, cela signifie que l'Éthiopie a accepté de détruire le barrage. L'Éthiopie considère le grand barrage de la Renaissance, qui doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, avec une capacité de production de plus de 6 000 MW, comme essentiel pour son électrification et son développement. Mais ce projet a provoqué de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan, qui craignent que leur accès à l'eau du Nil n'en soit restreint. L'Éthiopie envisage de commencer à remplir le barrage en juillet, malgré la demande du Caire et de Khartoum qu'un accord soit préalablement trouvé. Les discussions entre les trois pays ont repris la semaine dernière. Près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques provoquées par l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a estimé la Banque africaine de développement, ceci dans un rapport qu'elle a rendu public depuis ce mardi. Alors que les prévisions tablaient qu'un tiers des Africains, soit 425 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1,90 $ par jour en parité de pouvoir d'achat en 2020, l'impact de la pandémie sur les économies africaines devrait largement aggraver la situation. C'est ce qu'a estimé la Banque africaine de développement dans un rapport intitulé « Perspectives économiques en Afrique » rendu public mardi. L'Afrique est, après l'Océanie, le continent le moins touché par la pandémie de Covid-19, avec près de 500 000 cas, dont près de 11 700 morts. Néanmoins, le continent est touché de plein fouet par la crise économique mondiale entraînée par l'épidémie. Entre 28 et 49,2 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté cette année et l'année prochaine selon les scénarios de base ou pessimistes de la Banque africaine de développement, suivant la durée et l'ampleur de la récession économique. L'institution africaine de développement basée à Abidjan anticipe une importante récession économique pour le continent, avec une contraction du PIB de 1,7 à 3,4% cette année, soit une perte de 5,6 à 7,3 points par rapport aux prévisions de croissance avant la crise du Covid-19. Selon la Banque africaine de développement, entre 24,6 et 30 millions d'emplois seront perdus cette année. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.